Chapitre 11. Fin décembre 67, début janvier 68. Jocelyn avait compris que si c'était un signal d'une civilisation extraterrestre, ce qu'on ne pouvait pas encore exclure, alors l'émission provenait d'une planète qui tournait forcément autour d'une étoile et qui tournait sur elle-même. Les ondes radio devaient donc être affectées par un effet de décalage des fréquences du fait de la vitesse variable de la source d'émission sur la surface de la planète. Après en avoir parlé à Anthony Hewish, elle avait donc proposé à John Pilkington et Paul Scott de mesurer l'effet Doppler des signaux de LGM1, comme elle appelait la source. Le 15 décembre, John Pilkington déboula dans les combles de Cavendish, où travaillaient les étudiants en thèse, et s'approcha de Jocelyn. « J'ai le résultat de l'effet Doppler !»« Alors, on voit un bel effet Doppler !» répondit Pilkington. « Quoi ? Ça tourne ?»« Ah oui, ça tourne !» répondit Pilkington avec un étrange sourire que cachait sa moustache fournie. « Mais ça veut dire que ça vient d'une planète ? Je te confirme qu'on détecte la rotation d'une planète. » Plusieurs têtes se levèrent et se tournèrent vers John Pilkington simultanément. « Tu me fais marcher !»« Ok, je te fais marcher. On détecte la rotation de la planète Terre. Et oui, on voit un décalage Doppler, mais ça correspond exactement à la rotation terrestre. C'est le mouvement du détecteur, et pas celui de la source. »« Ah, j'y ai cru !» répondit Jocelyn, qui avait brusquement senti ses pulsations cardiaques accélérer comme lorsqu'elle avait vu les oscillations de l'aiguille sur l'enregistreur. « Mais si on ne détecte pas de variation de vitesse de la source, ça n'exclut tout de même pas une origine sur une planète, » renchérit Pilkington. « On peut toujours imaginer une planète qui tourne très très lentement, et en tout cas suffisamment lentement pour que le décalage des fréquences soit trop faible pour qu'on puisse le détecter. Ouais, mais on peut dire que ça réduit fortement la probabilité, n'est-ce pas ? Assurément, mais elle n'est toujours pas égale à 0. Ce n'était donc probablement pas un appel à l'aide de petits hommes verts, n'en déplaise à Stephen Hawking, à qui Jocelyn n'avait pas oublié d'envoyer une copie des signaux comme elle le lui avait promis 2 ans plus tôt. À l'aide du One Mile Telescope, Pilkington entreprit également une mesure de la dispersion du signal, de manière à déterminer indirectement une estimation de la distance, en faisant une hypothèse raisonnable sur la densité d'électrons présente sur le trajet des ondes radio. Il avait trouvé une distance de 65 parsecs, ce qui faisait 212 années-lumière. L'objet à l'origine de ces pulsations radio se trouvait donc bien dans notre galaxie et bien au-delà du système solaire. Ce ne pouvait absolument pas être un quasar, dont la distance typique se comptait en milliards d'années-lumière. Jocelyn et Anthony Hewish étaient maintenant rassurés sur l'origine naturelle de la source, mais ils le seraient encore plus si on pouvait trouver d'autres sources pulsées, comme CP1919, le nom que Hewish lui donnait. Et même dans l'excitation de l'inconnu, Hewish n'oubliait jamais de rappeler à Jocelyn que son sujet de thèse était la détection des scintillations des quasars, et que la source pulsée mystérieuse n'étant pas un quasar, elle ne pourrait donc en parler que de manière très secondaire dans son manuscrit, peut-être dans une annexe, ou même pas du tout. Il fallait qu'elle avance sur son travail de thèse. Une fois qu'une autre source pulsée serait trouvée, elle devrait laisser tomber ces objets pour se consacrer uniquement aux quasars. D'autres membres de l'équipe prendraient le relais. Si on trouve une seconde source pulsée, on pourrait faire un papier, dit Hewish. Cela pourrait intéresser des gens. On a déjà suffisamment de données comme ça, mais je ne voudrais pas qu'on laisse l'hypothèse des extraterrestres. Il faut qu'on puisse la rejeter catégoriquement. Comme tu le dis, l'absence de décalage Doppler n'est pas encore suffisante. Trouver une deuxième source dans un autre coin du ciel serait définitif. Effectivement, je vais continuer à chercher dans tous les enregistrements que j'ai déjà, et je vais en faire d'autres pour essayer d'en trouver une autre, répondit Jocelyn. Très bien. Et on arrête de l'appeler LGM1.
On l'appelle CP1919, hein? Oui, au fait, CP, c'est pour dire quoi? C pour Cambridge, bien sûr, et P pour Pulsating Radio Source. Mais CPRS, c'est un peu trop long, hein, n'est-ce pas? Et si on faisait comme pour les quasars? C'est-à-dire? Demanda Hewish. Eh bien, si on inventait un mot simple pour définir une source radio pulsée. Si tu veux, mais seulement si on en trouve une deuxième. Jocelyne se replongea dans les centaines de mètres d'enregistrements qui s'étaient accumulés depuis plusieurs semaines. Elle observait chacun des 4 canaux de l'IPSA qui étaient enregistrés simultanément, centrés sur des déclinaisons différentes, à la recherche d'oscillations caractéristiques qui pouvaient ressembler à celles de CP1919. Le 19 décembre, en fin de matinée, Jocelyne aperçut sur le tracé du faisceau de 17 degrés de déclinaison une petite oscillation un peu désordonnée qui se trouvait au niveau de l'ascension droite 11h33. C'était très proche d'une grosse source de scintillation qui correspondait à Cassiopeia A, un résidu de supernova qui était l'une des sources radio les plus brillantes du ciel, qui avait été découverte 20 ans plus tôt par Martin Ryle, alors qu'il venait tout juste d'arriver à Cambridge. Jocelyne parcourut alors tous les enregistrements antérieurs et postérieurs effectués à cette même déclinaison de 17 degrés pour se convaincre qu'il pouvait bien exister une source anormale à 11h33. Elle décida d'effectuer un enregistrement rapide dès le lendemain, centré sur cette position. Le transit était très tôt dans la journée, à 7h36 exactement. Jocelyne prit le premier train qui s'arrêtait à Lordsbridge. Il y arrivait à 7h12. Le froid était pinçant. Le thermomètre qui ornait le mur extérieur de la gare indiquait 1 degré. Elle savait que par grand froid, le système électronique des récepteurs avait un peu de mal à fonctionner correctement. Il fallait qu'elle mette en route l'alimentation le plus tôt possible pour que ça ait le temps de chauffer un peu avant l'heure du transit. En marchant à grandes enjambées vers l'entrée du MRAO, elle se disait que c'était peut-être la dernière fois qu'elle faisait l'aller-retour à Lordsbridge en train. La British Railways avait décidé de fermer la ligne reliant Cambridge à Bedford à compter du 1er janvier 1968. Mais Martin Ryle avait obtenu une contrepartie intéressante pour l'observatoire Mullard, puisqu'une partie de la voie ferrée aux environs de la gare, désormais inutilisée, serait récupérée par l'observatoire dans l'objectif de créer un nouveau radiotélescope de grande taille qui pourrait être mobile sur les rails désaffectés. Jocelyne eut le temps de faire chauffer l'électronique durant 13 minutes. C'était suffisant. Tout semblait correct 1 minute avant le transit. L'enregistreur rapide faisait son tracé rectiligne à 1 cm par seconde de manière nominale. Jocelyne regardait l'aiguille. Elle était seule dans la pièce glaciale et on n'entendait que le petit moteur du rouleau. À 7h36, l'aiguille de l'enregistreur se mit à osciller. Un large sourire éclairait le visage de l'étudiante. Elle attendit encore un peu, puis arrêta l'enregistreur pour découper la feuille. Elle appliqua la règle millimétrique et constata que les 17 pulses qui apparaissaient durant les 20 secondes du transit, tracés sur le papier, étaient tous séparés de 1,19 secondes. Ce serait officiellement CP 1133. Et il fallait maintenant trouver un petit nom qui sonne bien pour ces sources pulsées. Jocelyne rentra dès que possible au laboratoire Cavendish pour annoncer la bonne nouvelle à son directeur de thèse. Elle en profita pour lui annoncer qu'elle partait dès le lendemain pour 2 semaines pour les festivités de fin d'année. C'est un excellent travail, Jocelyne. Excellent. Nous avons maintenant la preuve irréfutable de l'existence de ces sources radio pulsées. C'est vraiment une bonne nouvelle. Nous allons pouvoir écrire un beau papier que l'on pourra envoyer à Nature. CP 1133 donc. Après CP 1919. Je commencerai la rédaction dès mon retour, répondit Jocelyne.
Oui, il faudra impliquer également Pilkington, Scott et Collins, hein, pour ce qui concerne les détections supplémentaires et les mesures de décalage Doppler et les mesures de dispersion. Je me chargerai du paragraphe sur la nature possible de la source. Mais tu peux commencer la rédaction. Je repasserai par-dessus. D'accord, très bien. Je commencerai peut-être pendant mes congés, si j'ai le temps. Fais comme tu veux. Et pour le petit nom de ces sources, fais comme tu veux. Moi, je ne pars pas en congé tout de suite, seulement le 24, et je reviendrai après toi. Ce que je ferai, c'est que je lancerai un enregistrement demain et je te laisserai les rouleaux sur ton bureau avant de partir. Parce qu'après, je dois passer une semaine à Glasgow. Ça te fera 3 jours de données en plus pour tes quasars. On ne se verra pas avant mi-janvier. D'ici là, l'article devrait être quasi prêt, non? Oui, j'espère. Merci pour les nouveaux enregistrements. Il faut que je trouve un mot qui veuille dire pulsating radio source, à l'image du mot quasar qui a été inventé pour décrire une quasi-stellar radio source, lança Jocelyne entre le fromage et la bûche traditionnelle. Pourquoi tu cherches à inventer des mots? Demanda sa mère. Parce que c'est beaucoup plus simple de dire quasar que source radio quasi-stellaire, à tout bout de champ, répondit Jocelyne. C'est un peu comme inventer un nom d'étoile, en fait, c'est ça? Demanda son frère Andrew, qui avait 22 ans et travaillait déjà. Si tu veux, mais un nom générique, c'est plutôt un type d'étoile. Et en fait, on n'est même pas sûr que ce sont des étoiles. On préfère parler de sources. Tu peux les appeler des pulsources, lança sa plus jeune sœur. Je prends toutes vos idées. Je ferai le tri après en gardant celles que je préfère. Allez-y, allez-y, c'est la foire aux idées, lança Jocelyne en levant les bras vers le ciel. Des pulsastars, proposa Georges, le père. Plus court, des pulsatars, répondit son frère. Encore plus court, des pulsars, reprit Éléonore, sa sœur cadette. Ou alors des pulstars. C'est pas mal, des pulstars, continuait Andrew. Ah, mais tu disais que on n'était pas sûr que c'est des étoiles, alors ça va pas, reprit Georges. Il faut parler de sources radio pulsées. Pourquoi pas des radpulse ou bien des radburst. Si on a droit aux acronymes, tu peux juste les appeler des PRS après tout, non? Tu veux forcément un nouveau mot? Renchérit sa mère. Ouais, ça serait mieux, répondit Jocelyne. Bon, alors je résume. J'ai noté pulsource, pulsastar, pulsatar, pulsar, pulstar, radpulse, radburst. Est-ce que vous avez d'autres idées? Oh, je crois que si tu veux que ça ressemble à quasar, le meilleur ce serait pulsar, tu crois pas? Dit Georges en avalant sa bûche. C'est vrai que ça sonne bien, dit Jocelyne. 2 syllabes comme quasar, c'est pas mal. Pas mal, hein? C'est moi qui ai gagné? Demanda Éléonore. On dirait bien, répondit Jocelyne. Je crois que tu as trouvé le bon mot. Bravo. Elle rentra à Cambridge le 3 janvier. Il n'y avait pas encore tout le monde au laboratoire Cavendish. Certains couloirs étaient dans l'obscurité et Jocelyne n'entendait que ses propres pas. Quand elle arriva dans les combles, elle vit tout de suite l'énorme liasse de papier qui trônait sur son bureau. Anthony Hewish avait fait ce qu'il avait promis à Jocelyne. Avant son départ pour les fêtes de Noël, il avait lancé l'enregistreur de l'IPSA et il l'avait laissé tourner en continu pendant 96 heures d'affilée. Il avait vidé un rouleau entier de papier, des rouleaux qui faisaient 1000 mètres. La liasse formait une structure rectangulaire qui devait faire dans les 60 centimètres de hauteur. Les feuillets pliés en accordéon, comme à l'accoutumée lorsqu'on les récupérait dans le panier. Il y avait là une quantité de données considérable, certainement distribuées sur toutes les déclinaisons entre -7 degrés et +44 degrés.
Jocelyne se dit qu'elle devait en avoir largement assez pour analyser toutes les scintillations de quasars qu'elle souhaitait et pour remplir une belle thèse de plus de 200 pages. Mais avant de se plonger à corps perdu dans ce travail qui promettait de longues heures d'analyse visuelle, Jocelyne devait commencer la rédaction de l'article sur CP1919. Elle avait déjà imaginé son plan dans le train qui l'avait ramené vers le sud. Après l'introduction, dans laquelle elle annoncerait directement la découverte d'une source radio pulsée très inhabituelle, avec pourquoi pas un petit historique de la détection et de toutes les hypothèses qu'ils avaient imaginées, y compris la plus intrigante, elle évoquerait la piste des naines blanches et des étoiles à neutrons comme la piste privilégiée. Le premier paragraphe serait consacré à la localisation et à la mesure du flux de CP1919. On pourrait montrer des figures représentant les signaux en fonction du temps. Le paragraphe suivant devait être consacré justement à l'évolution temporelle des pulsations et à leur très grande régularité. Et puis, on placerait le paragraphe consacré aux mesures de décalage Doppler. Et enfin, on terminerait par le paragraphe sur la nature des objets qui peuvent produire de telles pulsations d'ondes radio, l'interprétation physique qui tenait à Anthony Hewish. À côté de la liasse d'enregistrement, Hewish avait justement laissé quelques feuillets dactylographiés avec un petit mot à la main expliquant que c'était la base pour le paragraphe sur la nature de la source. Et il avait ajouté « à compléter ». Jocelyne le parcourut pour voir ce qu'il proposait. Il commençait en rappelant quelle devait être la distance minimale de l'objet étant donné l'absence de parallaxe mesurable, ce qui l'a placé à 1000 unités astronomiques au minimum, ainsi que sa distance maximale, qui avait été déduite de mesures de dispersion des fréquences en faisant l'hypothèse d'une densité électronique de 0,2 électrons par centimètre cube. Et cette distance valait 65 parsecs. Cela indiquait qu'il s'agissait d'un objet situé dans notre galaxie. Il enchaînait en calculant l'énergie maximale qui devait être produite durant un pulse si l'émission était isotrope. Cela faisait 10 puissance 17 erg. Il poursuivait en parlant de la taille maximale de la source qui pouvait être déduite de la durée des pulsations, qui n'était que de 0,016 secondes, ce qui impliquait que la dimension de la source ne pouvait pas excéder 4800 km. L'extrême régularité des pulsations observées était l'élément fondamental à considérer ensuite. Et elle suggérait, d'après lui, qu'il devait s'agir d'oscillation d'une étoile entière, plutôt que d'une perturbation locale dans l'atmosphère stellaire. Il parlait d'oscillation radiale, et citait deux références qui avaient déjà évoqué ce phénomène sur des étoiles compactes. C'étaient deux articles parus récemment, en 1965, dans lesquels Cameron et Finzi, indépendamment, proposaient un mécanisme d'oscillation radiale dans les étoiles à neutrons. À la lecture de ce passage, Jocelyne s'arrêta. Elle avait déjà entendu parler de phénomènes d'oscillation radiale des étoiles à neutrons, dans le cas des supernovae. Elle essayait de se souvenir. Ça avait un rapport avec l'effondrement gravitationnel. Oui, c'est ça! C'était lors de la conférence de Stephen Hawking à Trinity College le 27 novembre. La veille du grand jour. Il avait parlé de ce processus physique et avait cité un article qui parlait de ça. Mais ce n'était pas ces deux articles de 1965. C'était un papier plus récent, de l'année dernière. Elle se souvenait qu'il y avait deux auteurs, dont un avait un prénom bizarre. Il fallait qu'elle le retrouve, parce qu'il pouvait être très important pour cette interprétation d'oscillation d'étoiles à neutrons. Jocelyne décrocha le téléphone et appela le standard de Trinity College pour demander directement au physicien théoricien s'il pouvait lui donner la référence. Malheureusement, Stephen Hawking ne répondit pas. Elle continua à chercher le nom des auteurs en se disant que si elle trouvait le prénom bizarre, elle trouverait le nom associé.
Ensuite, elle pourrait aller chercher à la bibliothèque tous les articles qui ont été publiés les 2 années précédentes par ce physicien, et elle tomberait forcément sur le fameux article qu'avait cité Hawking lors de sa conférence. Elle se donnait 3 heures pour trouver cet article, et elle rappellerait ensuite le mari de son ami en cas d'échec. Jocelyne aimait se donner des petits défis de recherche bibliographique comme celui-là. Check. Non. Tech. Lec. Leak. Non. C'est presque ça. Non. Rack. Non. Ah, je suis sûr que c'est en 3 lettres avec un K. Pack. Pic. Geek. Non. Kep. En attendant de rappeler Stephen Hawking, en espérant qu'il soit là, Jocelyne se rendit à la bibliothèque du laboratoire, qui était à l'étage juste en dessous, pour aller voir de quoi parlaient les 2 articles que Anthony Hewish avait trouvés et qui parlaient d'oscillation radiale. La porte était ouverte, mais la bibliothèque était vide et plongée dans l'obscurité. Elle alluma et fut submergée par cette odeur caractéristique, mélange de vieux papier, d'encre et de poussière, si agréable. Le premier était écrit par un certain Cameron, paru dans le volume 205 de Nature en 1965, à la page 787, et le second par un dénommé Finzi, dans le volume 15 de Physical Review Letters, à la page 599. Elle trouva très vite les 2 volumes dans les rayonnages de la bibliothèque et s'installa sur la table la plus proche pour étudier ces 2 articles et prendre des notes pour éventuellement apporter des compléments à ce qu'avait déjà écrit Hewish. Le nom de l'auteur qu'avait mentionné Stephen ne lui revenait toujours pas. Après une bonne heure passée dans le silence feutré de la grande bibliothèque, d'où on pouvait voir par la fenêtre les toits gris des grandes bâtisses qui entouraient Cavendish, Jocelyne prit ses feuilles de notes en laissant les 2 volumes ouverts sur la table et remonta dans le bureau des étudiants pour rappeler Stephen Hawking. Oui, ici Hawking. Bonjour Stephen, c'est Jocelyne Bell de Cavendish. Comment vas-tu? Ça peut aller, ça pourrait aller mieux. Je t'appelle parce que j'ai besoin d'une référence bibliographique que tu avais mentionnée lors de ta conférence du 27 novembre dernier, celle sur l'effondrement gravitationnel. Oui, une référence bibliographique que j'ai citée. Oui, et tu ne l'avais pas notée. Non, je n'ai pas tout noté. C'était sur quel sujet plus exactement? Demanda le jeune théoricien. Ça concernait l'oscillation radiale des étoiles à neutrons, répondit Jocelyne. Tu t'intéresses aux étoiles à neutrons maintenant? Tu as laissé tomber les quasars? Non, pas exactement. Tu sais, c'est au sujet de mon signal d'extraterrestre. Ah, ça pourrait venir d'étoiles à neutrons? Je ne peux pas tout te dire maintenant, on est en train de faire un papier, mais on explore différentes pistes. Ça veut dire que vous abandonnez la piste des petits hommes verts? On dirait bien, effectivement. Je suis désolé, répondit Jocelyne en souriant. C'est pas grave. Ça sera pour la prochaine fois. Sait-on jamais? Alors, cette référence sur les oscillations radiales, je me souviens juste que c'était un article récent de 66 ou 67, qu'il y avait 2 auteurs et que le prénom de l'un des 2 était très curieux avec un K en 3 lettres. Ah oui, celui-là, bien sûr. Je t'écoute. Je sais que tu aimes bien les challenges de recherche bibliographique. Du coup, je te propose un petit jeu. C'est-à-dire, je te donne juste quelques indices et avec ce que tu sais déjà, tu pourras le trouver en moins de 10 minutes. Tu as assez d'informations et l'information ne disparaît jamais. Tu es sûr? Moins de 10 minutes? Promis. Voilà. C'est un article
qui se trouve dans le même journal qu'un article à moi et qui se trouve même juste avant mon article dans le volume. À toi de jouer maintenant. C'est tout. Tu vas le trouver en moins de 10 minutes. Bon, ok, je prends le challenge. Et je gagne quoi si je le trouve en moins de 5 minutes? Moins de 5 minutes? Tu es sérieuse? Alors, je t'offrirai une dédicace de ma plus belle équation. Je lance le chrono au moment où tu raccroches et tu me rappelles quand tu as trouvé. C'est l'heure de la sonnerie qui compte. Ok? Ok, c'est parti! Jocelyne raccrocha violemment le combiné et partit en courant dans l'escalier qui descendait vers la bibliothèque. Arrivée dans la grande salle au long rayonnage qu'avaient fréquenté Ernest Rutherford et James Chadwick, elle fonça vers le répertoire des fiches d'auteurs qui référençaient tous les articles des principaux journaux auxquels le laboratoire était abonné, mais avec un classement spécifique par auteur. Elle fit défiler rapidement, avec 2 doigts, les fiches de gauche pour arriver à la lettre H. La fiche Hawking S comportait plusieurs articles, dont un paru dans le volume 145 de The Astrophysical Journal, le volume 2 publié en août 1966. Il était à la page 544. Ça ne pouvait être que celui-là. L'article qu'elle cherchait devait être juste avant dans le même volume. Jocelyne nota la cote et courut dans les rayonnages où étaient stockés tous les volumes de The Astrophysical Journal. Elle trouva facilement le volume 145, l'ouvrit à la bonne page, vit le titre Perturbations of an Expanding Universe, puis tourna aussitôt la page vers la gauche et vit le titre abrégé dans l'entête de la page Radial Pulsation of Stars, puis sur la page précédente, le nom des auteurs, David Meltzer et Kip Thorne. Bingo! Kip! Elle laissa le volume ouvert sur la table et fonça le plus vite possible vers les combles pour rappeler Stephen. Elle n'avait pas regardé sa montre, mais estimait à la louche que ça devait faire environ 4 minutes. Le téléphone sonna 3 fois avant que Stephen décroche. Oui, Hawking. Stephen, c'est Jocelyne. Elle était hors d'haleine, mais parvint à dire entre 2 souffles Meltzer et Thorne. Bravo! Je crois que j'ai surestimé la distance de ta bibliothèque. Bon, le téléphone a sonné à 4 minutes et 55 secondes. Je te dois donc une dédicace spéciale pour ma plus belle équation. Disons, une équation qui ne comporte que des constantes fondamentales. Ça t'irait? Ce que tu voudras, du moment que tu reconnais que j'ai gagné le défi, ça me va, répondit Jocelyne. Oh, mais je le reconnais, tu es très forte en recherche bibliographique. Il n'y a rien à dire là-dessus. Félicitations. Tu verras, cet article est très intéressant. Et Meltzer et Thorne sont des types super en plus. Ils travaillent avec John Wheeler à Princeton. Ça doit être pour ça. Ah oui, le fameux 5e Beatle, rétorqua Jocelyne en reprenant son souffle. Lui-même, répondit Stephen. Blague à part, ils sont très forts dans tout ce qui tourne autour de la gravitation, dont les oscillations radiales des étoiles compactes sont une des manifestations. Tu vas adorer toutes ces équations. Jocelyne ne savait toujours pas si Stephen était ironique ou bien tout à fait honnête. Elle penchait plutôt pour la première hypothèse. Elle retourna lentement vers la bibliothèque pour aller lire ce fameux article et essayer d'en extraire la substantifique moelle.
L'article, signé Meltzer et Thorne, s'intitulait Normal Modes of Radial Pulsation of Stars at the Endpoint of Thermonuclear Evolution. C'était exactement ça dont avait parlé Stephen lors de sa conférence. Et l'article qui le précédait, dans le même volume, était co-signé par un certain Bardeen, associé aux deux mêmes auteurs, Thorne et Meltzer, et semblait être très lié à celui-là, puisqu'il s'intitulait A Catalogue of Methods for Studying the Normal Modes of Radial Pulsation of General Relativistic Stellar Models. Jocelyn lut d'abord le second avant de regarder de quoi parlait le premier. David Meltzer et Kip Thorne avaient calculé comment devaient osciller des étoiles de type naine blanche et des étoiles à neutrons en fonction de leur densité. À la densité d'une naine blanche, la période minimale de la première harmonique d'oscillation était de 8 secondes. Ça ne correspondait donc pas avec la période de CP 1919. Mais les physiciens américains montraient aussi que les harmoniques d'ordre plus élevé pouvaient descendre au niveau de 1 seconde de période. Mais Jocelyn se disait qu'il n'y avait aucune raison pour que des harmoniques d'oscillation d'ordre élevé soient détectées sans que le soit le mode fondamental. Donc à partir de ce calcul, l'hypothèse naine blanche pouvait être rejetée assez facilement pour CP 1919. Pour des densités plus élevées, en revanche, qui étaient typiquement celles des étoiles à neutrons, au moins 10 puissance 13 grammes par centimètre cube, Thorne et Meltzer montraient que le mode fondamental avait une période d'oscillation de l'ordre de 1 seconde, et cela décroissait très vite pour des densités encore plus élevées. Une oscillation radiale d'une étoile à neutrons pouvait donc très bien être cohérente avec la forme temporelle des pulsations de CP1919 et accessoirement de CP1133. Mais on avait décidé qu'on n'en parlerait pas dans ce papier. L'article des deux physiciens américains était excellent, très dense et très instructif. Il pouvait servir de base robuste pour affirmer qu'il pouvait s'agir d'une oscillation radiale d'une étoile à neutrons. Ça allait bien plus loin que les deux articles qu'avait trouvé Hewish pour justifier une oscillation radiale. D'ailleurs, ces deux articles étaient aussi cités par Meltzer et Thorne en référence. L'article des deux Américains de Princeton faisait 29 pages en tout. C'était un très gros morceau de science. Jocelyn ne s'était pas rendu compte de l'heure. Elle avait passé toute la matinée dans la bibliothèque de Cavendish à lire l'article et à noter tout ce qui pouvait être utile pour leur article à eux. C'était une véritable mine d'or. C'était quand même un curieux hasard que cet article fondamental, pour eux, avait été mentionné par Stephen le 27 novembre dans sa conférence sur les effondrements gravitationnels, et se trouvait juste avant un article à lui dans ce journal. En jetant un œil curieux sur l'article de Stephen, elle comprit qu'il s'agissait d'un condensé en 10 pages d'un des chapitres de sa thèse. La date de réception par le journal indiquait le 14 septembre 1965, avec une révision le 7 février. Jocelyn savait que Stephen avait envoyé son manuscrit de thèse le 15 octobre 65 et avait soutenu devant son jury le 1er février 66. Cela signifiait qu'il avait probablement intégré dans cet article les corrections qu'il avait reçues pour sa thèse et même durant la soutenance. C'était finement joué. Elle se disait qu'elle était en train d'écrire un article qui parlait de résultats qui n'apparaîtraient peut-être même pas dans son manuscrit de thèse, comme le lui avait dit son directeur. Jocelyn alla ranger le volume en pensant à la façon d'intégrer quand même la découverte de ces pulsars dans sa thèse, et emporta ses notes avec elle. Elle croisa enfin des nouveaux arrivés qui n'étaient pas venus à la bibliothèque de la matinée et qui lui souhaitèrent une bonne année comme tous les ans. Jocelyn n'alla pas déjeuner et préféra poursuivre la lecture de ce que lui avait laissé Anthony Hewish. Après avoir démontré la forte probabilité d'une oscillation radiale, qu'on pourrait rendre encore plus robuste avec ce gros article théorique des Américains, il fallait ensuite lier
de telles oscillations radiales d'une étoile à neutrons avec une émission d'ondes radio, comme celle qui avait été détectée. Hewish rappelait que Cameron et Finzi détaillaient des mécanismes possibles produisant plusieurs types de rayonnements lors d'une oscillation radiale d'étoiles, des rayons X et des électrons de forte énergie. Hewish précisait dans son texte que ces mécanismes ressemblaient à des sursauts radio d'une éruption solaire, mais qui auraient eu lieu sur toute la surface de l'étoile durant un cycle d'oscillation. Pour faire le lien, il terminait par des considérations énergétiques en comparant l'énergie libérée par des éruptions solaires vues à la distance inférée de CP1919 et l'énergie de vibration stockée dans une étoile à neutrons, un calcul que faisaient également Meltzer et Thorne. Les pulsations émettaient 10 puissance 47 erg par an et une étoile à neutrons devait avoir 10 puissance 51 erg en stock. C'était compatible, une telle étoile pouvait produire ces pulsations pendant 10 000 ans. Le paragraphe de Hewish se concluait, et l'article avec, puisqu'il le clôturerait, sur une note de prospective. Il écrivait que si l'origine par les étoiles à neutrons se confirmait, il faudrait alors étudier en détail ces rayonnements radio pulsés pour mieux saisir le comportement des astres très denses ainsi que de la matière à très haute densité. Josselyn ajouta une phrase au crayon dans la marge au début de cette conclusion. De nouvelles observations sont nécessaires pour mieux comprendre cette nouvelle classe de sources radio. Elle savait qu'ils avaient un autre pulsar dans leur tiroir, et il fallait préparer les prochaines publications. Globalement, elle trouvait ce paragraphe très bien, mais elle estimait que l'ajout de la référence à Meltzer et Thorne était incontournable, puisqu'elle permettait de restreindre fortement le champ des possibles. On s'orientait clairement vers une origine de type étoile à neutrons, comme elle l'avait pressenti, dont le rayonnement d'ondes radio devait être produit par les électrons accélérés lors d'une oscillation radiale. On pourrait donc utiliser le mot pulsar sans regret, ça pourrait dire Pulsating Neutron Star, et CP signifierait Cambridge Pulsar. Josselyn tapait le texte de l'article sur sa machine à écrire, et lorsqu'elle cherchait certaines tournures de phrases, elle s'arrêtait un moment et regardait songeuse la liasse de données qui trônait sur la droite de son bureau. Et s'il y en avait des autres là-dedans, se dit-elle, ça serait trop long à analyser. Mais pourquoi pas, après tout? C'est trop tentant. Josselyn avait maintenant le coup d'œil pour repérer des pulsations de pulsars, et elle était la seule au monde à savoir faire ça. Analyser des enregistrements de l'Interplanetary Scintillation Array était devenu une routine pour elle depuis le mois d'août. Elle avait écrit environ les 3/4 de l'article et son directeur de thèse devait rentrer d'Écosse dans une semaine. Cela lui laissait largement le temps de parcourir toute la liasse à raison d'1 minute par mètre, comme elle avait déjà pu le chronométrer. Elle commença à regarder les premières feuilles le 6 janvier. Avant la fin de la journée, elle avait identifié 2 nouvelles sources pulsées, toutes les deux sur la déclinaison de 6 degrés. La première à l'ascension droite 8h34 et la deuxième, non loin de là, à l'ascension droite de 9h50. CP0834 et CP0950. Il y avait maintenant 4 pulsars dans le ciel. Le reste de l'alias fut malheureusement moins fécond. Josselyn comprit qu'elle avait découvert un véritable nouveau type de source radio. Et la conclusion de leur article était très juste. Il devait exister de très nombreuses sources radio du même type un peu partout, qui ne pouvaient pas forcément être détectées par l'IPSA, mais de futurs radiotélescopes pourraient certainement en détecter de très nombreux, et ils pourraient permettre d'étudier plus en profondeur les étoiles à neutrons qui formaient ces pulsars. Ce joli nom qu'Éléonore avait trouvé.